à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade pour une deuxième chronique sur l'arbre à palabre avec Jean-Marc Van Hout, sociologue. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Et toujours avec André, et voilà. Puis bonjour camarade. Avec moi-même, mais aussi. J'aime bien le mot camarade. Avec soi. Oui, je sais que tu aimes bien le mot camarade. Camarade de sport, camarade de jeu, camarade de classe, camarade dans la conversation. C'est un beau mot. Jean-Marc aime bien le mot camarade. Il est connoté. C'est-à-dire que, comment ça se dit en russe? Taranovitch, c'est ça? Peut-être. Tovarich. Oui, ou c'est un ça. truc comme ça. Oui. Bien, donc on va continuer sur l'arbre à palabre. L'arbre à palabre qui est un exemple de démocratie participative. D'abord, qu'est-ce pour vous la démocratie? Jean-Marc, André, c'est quoi la démocratie pour vous? Bon. Allez-y. On se croirait à un examen, là. Oui, carrément, parce que c'est un des mots, il y a des mots comme ça difficiles à définir. La première, c'est qu'est-ce que c'est la sociologie? En général, ça crée toujours un trouble. Hein. Oui. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? On peut revenir à l'étymologie, on peut regarder, mais c'est vrai que je dirais, et je reprendrai peut-être une phrase que je trouve tout à fait synthétique, c'est un monde par tous et pour tous. D'accord. Hein? Là, je trouve qu'on touche quelque chose qui est une organisation plutôt horizontale et qui est une forme de démocratie que je trouve vraiment très, très, très riche, dans lequel l'arbre à palabre, merci de m'avoir donné la transition pour pouvoir en parler. Il n'y a pas de démocratie sans parole. Voilà, mais en même temps, l'arbre à palabre, il est dans l'air et il est dans la terre. Oui. Et donc, du coup, c'est déjà inspirant, finalement, pour pouvoir avoir une certaine humilité pour développer notre humanité. Donc, je trouve que la démocratie, en ce sens-là, ouvre vraiment des choses absolument passionnantes à mettre en œuvre et en action. Oui, on pourrait compléter. Je pense qu'on pourrait compléter ce qui vient d'être dit par exemple, ce que dit Rousseau sur la démocratie. Parce que chez Rousseau, par exemple, si, c'est chez Rousseau. Chez Rousseau, notamment, la démocratie n'est pas dissociable de la notion de citoyenneté. C'est-à-dire que dans l'arbre à palabre, c'est l'individu. Mais l'individu, c'est pas la même chose que le citoyen. Si tout citoyen est un individu, tout individu n'est pas citoyen. Et donc, c'est pour ça que la définition proposée par Jean-Jacques Rousseau... Mais c'est quoi être citoyen pour toi? Justement, c'est ça la question. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vraie démocratie praticable politiquement sans qu'il n'y ait pas cette notion de citoyenneté. Mais un vrai citoyen, c'est celui qui renonce à sa vision individuelle concentrée sur son moi pur. Il doit avoir une vision plus générale. Mais ça, c'est l'idéal. Alors là, c'est ça. C'est de la démocratie, en fait. Jean-Marc a quelque chose à rajouter. Oui, c'est intéressant, parce que je trouve que finalement, derrière l'arbre à palabre, on est quand même dans un ordre établi, non individuel, mais sacrément collectif. Hein. Oui. Donc, c'est l'usage qu'on peut en faire éventuellement ici, qui peut être supposé individuel. Mais dans cet arbre à palabre, qui d'abord exclut une partie de l'humanité, c'est les femmes, qui ne sont pas présentes. Même chose dans certains... Mais maintenant, non. Si, c'est ambigu. Dirons-nous que l'arbre à palabre comme espace de médiation des conflits, c'est quand même bien sur cet ordre-là que ça naît. Et les conflits, c'est la terre. Les conflits, c'est les relations sociales. On est dans une société très complexe, dans laquelle, quand on utilise le mot arbre à palabre comme ça, c'est faire fi de toute une histoire africaine qui n'est pas dite dans le mot qui est désigné comme ça. Justement, donc, ça remonte à quand la pratique de l'arbre à palabre en Afrique? Dirons-nous que dans l'histoire africaine, moi, la dernière fois que je l'ai pratiqué,
sous l'arbre à palabres. C'était il y a 3 semaines à Ouagadougou. Quand tu dis sous l'arbre, c'est effectivement sous l'arbre. À l'ombre. Oui. À l'ombre. Le baobab. Le baobab. Alors là, j'y vais directement, hein, Oui. mais qui était dans le palais royal de l'empereur des Mossi, où j'ai été invité en audience. Ouais. Avec donc il y avait la réunion des ministres, des conseillers. Donc là, on était vraiment dans la tradition qui doit remonter au minimum au XIIe siècle, mais bien avant. Donc c'est vraiment, on est sur avant la colonisation, et il reste des éléments tribaux, hein, qui fait que c'est un ordre spirituel, un ordre pas du tout individuel, effectivement, qui est le contraire de ce qu'on pourrait, des usages qu'on pourrait faire. Collectivité dominante. Ah ben tout à fait, hein. Et qui communauté même. Et qui aujourd'hui prend des formes africaines très différentes, mais qui n'ont jamais, on peut dire finalement que ces formes traditionnelles n'ont pas été reprises depuis l'indépendance. Ils existent, mais on vit avec d'autres ordres, et que du coup la réafricanisation de l'arbre à palabres passe aussi par la tradition et l'innovation. Et c'est pas simple de pouvoir avoir ces deux balances-là. Ouais, et en tous les cas, ce sont des éléments qui, ici, n'ont pas d'espace pour être décrits ou pour être développés. Oui, donc il y a un problème qui est posé dans cet arbre à palabres-là, c'est le problème de l'égalité. C'est-à-dire que entre hommes et femmes. Oui, il y a une isologie, c'est-à-dire que chacun a le même droit à la parole, etc. Mais pourvu qu'il fasse partie d'une communauté à l'intérieur d'une communauté. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que au fond, on peut parler de démocratie, mais c'est pas une vraie démocratie. Pas la même, en tous les cas. Parce que qu'est-ce qui fait peuple ? Par rapport à la démocratie, on dit que l'arbre à palabres, c'est de la démocratie participative. En quoi ça l'est tant que cela ? Pour les citoyens reconnus. Voilà, c'est ça. Alors, sauf que la différence, c'est que, à ma connaissance, dans ces sociétés, où sont les esclaves ? L'esclavage, dans les sociétés traditionnelles africaines. Elles ont existé. Ils avaient des esclaves, Est-ce qu'ils étaient pris en compte dans la tradition de l'arbre à palabres ? Non. Oui. Là, vraiment, c'est trop récent. Mon entrée dedans pour pouvoir peut-être aborder cet angle-là. Mais je dirais plutôt que les femmes, ça c'est Fatimata qui le décrit très très bien, les femmes ont un autre pouvoir, c'est-à-dire qu'elles influencent beaucoup aussi les décisions des hommes. Donc mais ça ne passe pas sous le baobab. C'est en amont. Hein. Et ensuite, pour venir à cette question égalitaire, chaque membre est égal. Oui. Et c'est la responsabilité du chef. Le chef, c'est le sage de la tribu. Enfin, c'est plus que c'est aussi, ça renvoie aussi aux questions animistes que je connais très peu. Hein. Donc il y a un pouvoir, d'ordre religieux, extrême, enfin sans doute très 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 fort que je commence simplement à percevoir, et que bien évidemment on va pas retrouver dans les arbres à palabres qui sont utilisés ici. C'est pour ça qu'on utilise le même mot, mais il faudrait revenir un petit peu sur le mot. C'était ta question de démarrage, qui était la palabre. La palabre, c'est du latin avant. Hein? Oui, c'est latin, c'est de l'espagnol, puisqu'en portugais espagnol, palavra, c'est la parole. Oui, c'est ça. Et c'est une parabola. Et voilà, c'est pour ça que parabole, c'est tout à fait intéressant, parce que ça c'est le mot latin. On va revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est peut-être le devenir de l'arbre à palabres. C'est dans le sens, la parabole, c'est de faire passer derrière un message, un discours, un sens, quelque chose qui relie. Des significations. Voilà. Et puis dans les mêmes logiques, il y a le symbole, le symbolique, et il y a le diabolique. Parce que c'est la même origine. Les trois mots. C'est des paroles, mais voilà. Est-ce que il y avait un autre mot pour les Africains au Niger, par exemple? Je voudrais revenir sur le palabre, pour son historique, pour revenir peut-être à la colonisation. Je veux dire que le mot français au XIXe siècle, quand on dit une palabre, c'est un discours long et ennuyeux. Oui.
ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afrique. C'est une parole qui s'élance. C'est une parole qui atteint les autres, qui construit d'une manière collective finalement la parole une situation longue et ennuyeuse cache la parole de la palabre africaine. Voilà. Et quand on dit une palabre, c'est une conférence ennuyeuse, ou palabreur, on se moque. C'est très péjoratif le mot palabre en français au XIXe siècle. Mais au démarrage, comment s'est passé de l'arbre à palabre? C'est-à-dire que à la suite des Espagnols dans la colonisation, c'est au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, l'Afrique n'était pas ni anglaise ni française. Dans les colonisations, bon, il y a eu d'abord les influences musulmanes soit de l'Arabie Saoudite, soit du Maroc ou du Nord, avec des échanges. Tu parles du XVIe siècle, oui, tout à fait, même avant. Depuis l'ère chrétienne, depuis les histoires, l'Afrique n'est pas née avec la colonisation française. C'était qu'un moment tellement limité dans l'histoire de l'Afrique que faut peut-être le relativiser. Oui, tout à fait. Et donc les Espagnols avaient la palabre. C'est-à-dire que le mot espagnol, ça serait plutôt l'origine finalement de l'arbre à palabre. Et l'arbre à palabre était peut-être un peu une métonymie, une manière de garder l'arbre à palabre pour marquer des relations très différentes. Et dans les relations qui existaient entre l'Europe espagnole et puis les communautés africaines, les échanges étaient marchands, par des pacotilles, par ceci, par cela, par des rencontres un peu informelles, et l'arbre à palabre est devenu quelque chose, est devenu une manière pour l'Europe de désigner des modes africains. Alors pour les modes africains tel que ça s'est pratiqué, je veux dire, c'était quand même lié au système social, au système culturel de la société, l'arbre à palabre. C'était une manière on revient à ce qu'on disait initialement, de régler les conflits, commerciaux. Mais au départ, en Afrique, tu sembles dire que ça a été initié par le commerce. Cette notion de palabre. Pas l'arbre à palabre en tant que mode de régulation, mais l'usage du mot, l'usage européen, la compréhension d'une société, la compréhension d'une société africaine par les Européens, qu'on peut être peut-être désigné. L'arbre à palabre, ça désignait tout, on n'a plus à se préoccuper de trop. Mais pour les Africains, eux, c'était pour régler des problèmes de la communauté, du village. Pacifier les relations humaines. Tout à fait. Et il y en avait d'autres. C'était pas que le seul mode. Non. Le griot. Le griot est aussi le conteur. En fait, est aussi quelqu'un qui a une place extrêmement importante pour la régulation des conflits, comme le cousinage à plaisanterie ou de plaisanterie, le cousinage de plaisanterie. Tu peux nous dire préciser. Oui. Alors le cousinage de plaisanterie, c'est une manière de pacifier les relations entre tribus, et là je pense plutôt au Niger ou au Sahel, qui passe par une rencontre un peu violente, verbale, entre des gens qui se rencontrent. Et donc du coup, ça peut passer par... Et toi, l'homme de la plaine qui vient chez moi, qu'est-ce que tu viens faire? Oui, quelque chose comme ça, mais qui est pointu au niveau avec les termes et qui sont vraiment pas toujours très sympathiques. Et ça monte en intensité. Une joute verbale. Oui, un peu, quelque ça, jusqu'à un moment où la joute s'arrête et tu deviens mon cousin de plaisanterie. De plaisanterie, parce que c'est-à-dire que tant que tu n'as pas eu cette joute verbale, tu pues de la gueule. D'accord. Et cette joute verbale signifiait, c'est de la plaisanterie, c'est ça, quelque part? Alors, oui, elle n'est pas vécue comme plaisanterie, elle est vue comme mode de relation. Comme mode de relation. Et c'est pour ça que ces sociétés-là sont des sociétés qui ont déjà jugulé leurs relations, et le cousinage à plaisanterie est reconnu dans le patrimoine mondial de l'UNESCO comme une forme de médiation absolument magnifique. Ça évite le combat. Tout à fait. Ça permet d'apaiser les tout à fait, ça retombe.
Est-ce que ça veut dire qu'on fait monter la fièvre pour s'apercevoir qu'il faudra la baisser? Tout à fait. Mais il est nécessaire de Et quand on a des pays finalement comme le Niger qui sont la suite de la colonisation, c'est ce découpage complètement administratif avec 6 ou 7 populations complètement différentes, que ce soit les Hausa, les Songhai, les Touaregs et d'autres, qui ont toutes, chacune des langues. L'unification des langues, c'est le français, mais dès que les gens veulent s'exprimer, c'est pas en français. C'est forcément dans des langues locales, en Songhai, bien évidemment. Toutes les expressions ne passent pas. Et l'arbre à palabre ne sera pas en français. Ça n'aura pas de sens. C'est un petit peu comme en Bretagne, dans la population, à un moment donné, ils parlaient breton. Entre eux, et à l'école, ils parlaient français, quoi. Oui, c'est ça. On est sur les mêmes modes de domination, avec un État très centralisé, administratif, de l'ingénieur. Voilà. Alors, on va en venir au fonctionnement, si vous voulez bien, de l'arbre à palabre, comment ça fonctionne. Ça pousse, quoi. C'est ça. Faut le nourrir, bien sûr. Mais exactement, il y a eu, en l'occurrence, un ministre français dans les années 1980 qui était en dialogue avec un ministre nigérien qui a voulu s'en inspirer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, Jean-Marc? Des notes que j'avais prises. En fait, le programme nigérien de l'arbre à palabre a été ouvert d'une manière officielle par la présidence de la République au Palais des Congrès à Niamey. Donc ça avait été une grande messe avec tous les ambassadeurs présents, beaucoup de quelques tous les ambassadeurs de différents pays. Il y avait l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France, vraiment tous ceux qui étaient. C'était quand ça? C'était en 2016, en décembre 2016. C'est relativement récent. Oui, c'est ça. Et c'était l'ouverture de ce programme officiel qui devait être un programme basé au démarrage peut-être sur l'expérience de Rennes, mais qui s'ouvrait sur des collectivités et des lieux traditionnels et sur des lieux moins traditionnels qui pouvaient être les fadas, qui étaient un peu des formes... Qu'est-ce que des fadas? Les fadas, c'est des formes informelles de rencontres de jeunes qui occupent l'espace public ou préadolescent ou ça peut aller à tous les âges. Et comme on vieillit dans sa fada, on démarre à 15 ans, mais on y est encore à 45 ans. Ah d'accord. Ce sont des communautés, quoi. Ça devient, mais qui ont un rapport à l'espace, c'est-à-dire que après la mosquée, puisque on peut dire qu'au Niger, 95% de la population est musulmane, donc que ce soit jeune ou moins jeune, les jeunes en sortant, avant de rentrer ou autre, prennent le thé et s'assoient avec des chaises et discutent. Et ça, on trouve ça dans toute l'Afrique. Alors ça s'appelle fada parce que ce sont des lieux où on réunit plutôt des jeunes du quartier et puis ça discute sur les événements de la vie quotidienne. Il peut y avoir des projets qui se montent de là, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas de sous pour se marier peut créer des bourses pour alimenter des projets. Et il y a des choses. Et donc l'idée de l'arbre à palabre, d'introduire finalement, de faire en sorte que ces lieux se transforment en lieux éventuellement actifs et de projets, était une idée du ministère de la culture, reconnaissance culturelle et la modernisation sociale, c'était son titre, de partir de ces lieux informels et à travers le système d'enseignement, en fait, l'appareil éducatif, culturel, de pouvoir faire que des projets qui naissent là trouvent une concrétisation et soient aidés par les institutions, mais que ça parte de la base. C'était génial. C'était vraiment... C'était mixte comme... Alors, plus ou moins. Là, ça commençait à l'être, mais quand même, les rapports sociaux sont pas des rapports mixtes facilement. Donc, il y a des longues traditions. Dès que par exemple, dans les rencontres qu'on a pu avoir officielles, bien évidemment, c'est mixte. Oui. Mais dans les groupes de quartier, ça va être beaucoup plus difficile de créer cette mixité. Elle a pu exister, mais je l'ai peu vu ou pas vu apparaître. Mais alors, ça ne veut pas dire que la présence féminine soit absente. Au contraire, elle est présente. Là, tu parles de l'Afrique, là, c'est oui, ça. Oui. Et en Afrique,
Est-ce qu'il y a une méthodologie bien précise? On convoque les habitants, on convoque qui Encore une fois, l'arbre à palabre, il est clanique, il est traditionnel, il est dans les villages, il est dans le monde rural, il est pas en ville. Il n'y a pas d'arbres, si j'ose dire. Il y a des arbres, ça manque pas. Mais en ville, il n'y a pas de dialogue. Parce que comment se font les dialogues en ville? Quand il y a des conflits, ils sont gérés peut-être par le quartier. Donc, il faudrait voir si le quartier, quel sens ont les quartiers. Il n'y a pas d'arbre à palabre dans le quartier de Niamey, il peut y avoir, ou Z. Dirons-nous, c'est vraiment une institution villageoise. C'est du monde rural. À moins que ce soit des gens qui viennent plus ou moins du même village ou même région qui continuent. Mais comme ça, ils vont... Enfin, en tout cas, la question de la terre est fondamentale. C'est-à-dire que finalement... la source de richesse, quoi. C'est un peu la vie de la collectivité, c'est aussi pouvoir régler la vie. Ça, c'est dans le village, là. C'est dans le village. Alors, dans le village, il y a un conflit. Mais ça, j'y suis pas allé. Il peut y avoir un conflit entre citoyens par rapport à un sujet ou un autre. Conflits les plus graves on convoque l'arbre à palabre dans ce cas-là. Les conflits les plus graves sont les conflits qui ont fait que finalement les Français sont partis du Sahel. C'est par exemple entre éleveurs et puis agriculteurs. Ah oui. C'est-à-dire que si on comprend pas, alors est-ce que l'arbre à palabre a pu régler ces conflits-là? Quelquefois, ça peut être les Peuls qui sont plutôt éleveurs et d'autres qui sont agriculteurs. Il y a des conflits d'usage sur la terre, finalement, qui peuvent... À l'échelle mondiale, il y a des conflits d'usage. C'est évident, hein. Mais dirons-nous que finalement, quand ces conflits-là sont attisés par des groupes qui ont des intérêts politiques comme Boko Haram et autres, ça peut devenir très très vite un enjeu de recrutement pour Boko Haram par rapport, en attisant bien les tensions finalement. Quand tu veux dire de recrutement, ça veut dire que des éléments de Boko Haram peuvent s'insérer dans l'arbre à palabre. Et puis peut-être pas l'arbre à palabre. Alimenter les différents pour réexploiter. Pour exploiter, pour enrôler. Pour enrôler des gens qui ont des conflits qui n'ont pas pu régler. Et c'est là où l'arbre à palabre n'ayant pas pu fonctionner, c'est pour ça que l'usage politique de l'arbre à palabre à Niamey était tout à fait fondamental. Parce que ça visait ça pouvait être un outil qui permettait de lutter contre une certaine forme de djihadistes du Sud, moins du Nord, qui sont plus structurés avec Hakimi, etc. Mais avec Boko Haram, on est face à une misère paysanne dans lequel et le départ des Français, c'est que quand on tuait un djihadiste de Boko Haram, il y en avait 10 le même jour qui naissaient. Donc c'était le puits sans fond, c'était absurde. Et c'était des questions qui étaient bien connues de l'armée. Mais finalement, si j'ose dire, au Niger comme ailleurs, grâce à l'arbre à palabre, la société tournait relativement bien. Et puis c'est l'arrivée... Société rurale, principalement. C'est ça. C'est l'arrivée des étrangers qui a, entre guillemets, qui a perturbé tout ça. Mais ça faisait longtemps que les étrangers étaient là par la colonisation. Ils étaient là depuis longtemps. Mais justement, à partir du moment où l'arbre à palabre, finalement, symbolise aussi le monde rural, à partir du moment où il y a une forte urbanisation, donc exil des campagnes vers les... Donc, est-ce que ça ne contribue pas aussi à faire disparaître ce pouvoir de tempérance? Tout à fait. Donc, il n'y a pas uniquement le fait d'être... C'est pour ça que ça fait partie des projets nouveaux, aujourd'hui, de penser la souveraineté alimentaire, de penser du développement économique, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, par les richesses, par les ressources collectives qui sont mises en place. Moi, c'est ce que ça a été au niveau du Burkina, ça a été Finalement, c'est arrivé à une éducation citoyenne. Enfin, voilà. Et c'est né peut-être... Là, du coup, plus important que Jacques Lang, c'était Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, comme a eu une influence considérable jusqu'à aujourd'hui. Pierre Rabhi, au Niger, il est resté 2 ans, non pas au Niger, mais au Burkina. Peut-être qu'il a été au Niger. Mais au Burkina, à l'époque de Thomas Sankara, l'avait appelé pour travailler sur cette agroécologie, agroforesterie, sur un peu la sécurité alimentaire. Et c'est aujourd'hui, presque 40 ans après, on voit
qu'il y a eu vraiment une culture de l'agroécologie qui est très 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 forte au Burkina et qui est reprise par les militaires aujourd'hui. Ce qui est absolument étonnant et paradoxal, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir que ils ont viré Monsanto. Avec les OGM, il y a quelques... C'est pas si vieux. Là, quand tu dis ils ont viré Monsanto, mais c'est... Le paysan a bien conscience des problèmes. Oui. Puis il voit bien la différence. Oui, il le voit bien. Il voit aussi ils sont pas sots. Hein. Non, bien sûr. Et que du coup, l'organisation, elle passe par le monde rural aujourd'hui, finalement, dans l'organisation politique. On revient à la terre. Oui. D'une certaine manière, comme l'arbre à palabre, mais c'est pas ça, les racines. La ville est très attrayante, la consommation. Mais j'aurais dû dire sol. Revenir au sol, tenir compte de son sol. Quand tu dis on revient à la terre, on revient au respect de la terre. C'est ça. Au respect de l'utilisation de la terre. Double, à la fois respect de la terre, c'est-à-dire respect surtout de l'usage qu'on peut faire de la terre. C'est-à-dire comment l'exploiter sans la paralyser, sans la sécher. En la renouvelant, en l'aidant, elle n'a pas besoin d'aide. En la détruisant pas. On va finir cette deuxième chronique. On se retrouvera la semaine prochaine parce qu'on est obligé de respecter un certain timing, comme on dit en français, n'est-ce pas ? En pays développé. Oui, c'est ça. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Au revoir Jean-Marc. Au revoir André. Au revoir. Prenez soin de vous. Oui. Merci. Au revoir.